Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première conférence de l'année 2023. Je voulais tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux au nom de toute l'équipe du musée. Voilà, que l'année soit lumineuse, pétillante et inspirante, et on va essayer d'y contribuer avec notre programmation culturelle. Pour cette première conférence, on va parler d'un art, d'un métier d'art millénaire, un art collectif, un art exigeant, un art précis, qui est donc le vitrail. C'est un art et un métier d'art qui est l'objet d'un réel regain d'intérêt depuis quelques temps. On en parle beaucoup depuis quelques années. Il y a une vraie vitalité au sein des ateliers de vitraux. En termes de valorisation, bien évidemment, vous avez entendu parler de l'ouverture de la Cité du Vitrail tout récemment à Troyes, mais donc pas qu'en termes de valorisation, également en termes de création. Et nous en avons un très bel exemple ce soir avec l'atelier Simon Marc installé à Reims, dont l'histoire va nous être partagée par sa directrice Marine Rondeau et par son président qui va nous rejoindre dans quelques minutes, Pierre-Emmanuel Tétinger. Je voulais commencer en introduction, puisque comme vous le savez, notre programmation de conférence, notre ambition, c'est bien sûr d'être en résonance avec nos collections, avec notre parcours permanent. Donc, je voulais faire une petite parenthèse pour vous dire que des vitraux, il y en a dans le parcours permanent du musée. Alors, pour aller les admirer, il faudra y retourner voir ce musée un autre jour. Mais donc, je voulais attirer votre attention sur quelques vitraux de notre parcours. Dans la section Champagne, on présente à la fois des vitraux anciens et des vitraux modernes. Des vitraux anciens qui sont datés du XVIe siècle et qui proviennent d'anciennes églises sparnassiennes, sans doute notamment l'abbaye Saint-Martin. Donc des vitraux qui ont été restaurés à l'occasion de l'ouverture du musée. Et puis des vitraux modernes que l'on doit à Georges Janin, qui était un artiste installé à Nancy, qui a beaucoup travaillé avec l'école de Nancy, avec le grand artiste maître verrier Jacques Gruber. Et nous avons donc plusieurs vitraux de Georges Janin qui sont présentés dans le parcours du musée, notamment un très beau vitrail de style art déco avec ces belles lignes anguleuses. Donc je vous invite à l'occasion à aller voir ces vitraux des collections du musée d'Épernay. Mais donc ce soir, nous allons parler de l'atelier Simon Marc, donc avec Marine Rondeau, directrice de cet atelier, et avec donc Pierre-Emmanuel Tétinger. Je voulais donc excuser Bruno Popette, le chef d'atelier de l'atelier Simon Marc, qui peut pas être avec nous ce soir. Voilà. Donc si je résume, et vous allez me dire si je si je suis dans la bonne voie en disant les choses ainsi. Je crois qu'on peut résumer tout d'abord l'atelier Simon Marc en disant que c'est la plus ancienne entreprise de Reims. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir pour présenter cet atelier effectivement multicentenaire, l'atelier Simon Marc. Alors effectivement, il date de 1640, sa fondation date de 1640, et c'est non seulement la plus ancienne entreprise de Reims, mais aussi de Champagne, et c'est le plus vieil atelier de vitraux encore en activité en France, et probablement dans le monde, puisqu'on n'en a pas trouvé qui a une activité plus ancienne que la nôtre. Donc un atelier multicentenaire, mais qui est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire depuis 2019, puisque donc l'atelier a été repris. Voilà, tout à fait. Effectivement, l'atelier, après avoir été dirigé par la même famille, donc la famille Simon depuis 1640, et leurs descendants, les Marc depuis les années 1950, ont décidé à un moment donné de se retirer du vitrail et de céder l'entreprise. Et c'est là où sont intervenus effectivement Pierre-Emmanuel Tétinger, Philippe Varin, mais aussi d'autres passionnés du patrimoine rémois, qui ont voulu participer justement à la sauvegarde de ce patrimoine unique, que l'atelier a été repris, et nous sommes installés depuis maintenant 2 ans dans un lieu assez particulier qui est l'église du Sacré-Cœur de Reims, qui est située dans le quartier Clermarais, pour ceux qui connaissent un peu Reims. C'est une église moderne des années 50, et nous avons eu la chance d'avoir par de nombreuses entreprises
local et aussi un architecte et son équipe absolument incroyable, l'équipe Patché, pour nous y installer. Très bien. Avant peut-être de parler de l'atelier et de ses diverses activités, de ses commandes en cours, de ce qui fait sa singularité, j'avais envie d'abord qu'on parle de vous, Marine. Peut-être que vous nous expliquiez comment on se retrouve directrice, enfin à la tête de l'atelier Simon Marc. Bon, j'imagine qu'il y avait une vraie appétence, une vraie sensibilité pour ces métiers d'art, mais peut-être que vous nous disiez comment que vous reveniez un petit peu sur votre parcours. Alors j'aurais envie de citer une citation que ceux qui connaissent Pierre-Emmanuel Tétinger connaissent bien. C'est le hasard est un geste discret de Dieu. C'est une phrase d'Einstein. Mais depuis que j'ai fait sa connaissance il y a 3 ans, la providence est partout. Et c'est comme ça que je suis arrivée vraiment à la tête des ateliers Simon Marc. Je suis moi-même rémoise. Puisque mon père donc Gérard Rondeau était photographe à Reims. Présent dans nos collections également. Et donc j'ai toujours eu quand même un lien particulièrement fort avec la région, avec la ville, avec la cathédrale bien sûr de Reims. Et donc ces vitraux. Et c'est vrai que quand moi j'ai fait des études de commerce, j'ai fait une école de commerce à Paris, mais toujours dans le secteur culturel, parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je voyais bien que les artistes avaient aussi besoin de gestionnaires à leur côté pour leur permettre finalement de s'épanouir et de travailler. Et moi, j'ai choisi cette voie. Et quand Pierre-Emmanuel a repris l'atelier, il venait de faire l'annonce, c'était le 12 novembre 2019. Moi, j'étais à ce moment-là justement en transition professionnelle et cherchais quelqu'un pour prendre la direction générale. Et il se trouve que mon parcours, mais aussi quelque part mes origines rémoises, se sont avérées tout à fait cohérentes à ce moment-là. Et donc c'est comme ça que Pierre-Emmanuel Tétinger et Philippe Varin ont fait appel à moi et j'ai été engagée tout de suite. Alors, parlons de l'atelier Simon Marc. Peut-être qu'il peut être intéressant d'abord de présenter les différents domaines d'expertise de cet atelier, Marine. Oui, tout à fait. Alors, l'atelier a 3 domaines d'expertise principaux, qui sont la restauration, la création et l'édition d'objets d'art. Alors, en attendant Pierre-Emmanuel Tétinger, je vous ai présenté juste quelques exemples. C'est assez rapide, mais pour vous montrer quand même un petit peu quelques étapes de ce qu'on peut faire. Par exemple, en restauration, aujourd'hui, voilà, comment ça se passe en restauration. Là, par exemple, nous avons une mairie pour laquelle nous avions déposé des vitraux de son église dans les années 50. Il faut savoir que le vitrail, c'est souvent du temps long dans les commandes, mais aussi la mémoire se perd. Ils avaient décidé en fait de remplacer des verrières de leur église dans les années 50 et ils les avaient mises en dépôt à l'atelier. Et la mémoire s'est perdue au sein de cette mairie de ce que sont devenus ces vitraux. Et ils étaient toujours à l'atelier. Et malgré les déménagements successifs, on les a retrouvés. Et donc, on a fait une première étude de restauration de ces verrières qui datent donc du 19e siècle. Et donc, des vitraux en restauration, quand on retrouve ces vitraux qui sont en général quand même un petit peu en mauvais état, voilà à quoi ça ressemble. On voit ici des tiges qui se baladent, ce sont des plombs qui sont en fait abîmés. On voit des morceaux de verre qui étaient liés par ces plombs. Et donc des panneaux qui, eux, ressemblent encore un petit peu à quelque chose qu'on va pouvoir restaurer. Donc ça, c'est une partie importante. Il faut savoir que la Champagne-Ardenne, c'est une des régions de France où l'on trouve le plus de vitraux. Alors, il y a évidemment l'Aube qui en concentre, mais la Marne a de très beaux exemples également de vitraux. Alors ici, il se trouve qu'en plus, c'est une commune de l'Aube. Donc, on a énormément, finalement, de vitraux à restaurer dans nos régions. Et pour nous, c'est important, pour l'atelier Simon Marc, c'est important de participer justement à la sauvegarde aussi de ce patrimoine local.
Donc, dès qu'une mairie nous sollicite pour une restauration, on va voir sur place pour faire un devis. Et alors ça, c'est un exemple qui est plus anecdotique, mais c'est un particulier qui a chez lui aussi un vitrail qui avait une pièce cassée, qui est venu nous voir pour nous demander de restaurer cette pièce. Donc on travaille finalement pour tout le monde. L'important, c'est que ces vitraux retrouvent une nouvelle vie à nos côtés et puissent à nouveau durer des centaines d'années. Voilà, ça c'est le côté restauration. Pour la création, qui est quand même un petit peu la signature de l'atelier Simon Marc depuis les années 50 et Brigitte Simon et Charles Marc qui ont commencé à ce moment-là à travailler avec des artistes contemporains tels que Marc Chagall, qui est le plus connu de collaboration. Voilà comment ça se passe. Donc là, par exemple, c'est une image que nous avons prise lors du travail avec l'artiste Catherine Roch de Hillerin, pour laquelle nous réalisons des vitraux dans l'église de Givet, dans les Ardennes. Il s'agit d'un ensemble de 18 vitraux, qui est important pour nous, puisque c'est avec cette création que nous avons repris l'activité, justement en 2019. Et donc, nous poursuivons sur la base de 1 à 2 vitraux par an, sachant qu'il y en a 18 à créer. Donc, quand elle vient, on part d'une maquette, vous voyez, à l'échelle 1/10, une petite maquette, sur laquelle on va travailler avec un papier calque sur lequel on dessine les éléments de serrurerie qui vont être la structure en fait des panneaux de vitraux, et on travaille avec elle sur la coloration. Vous voyez, on travaille sur ce calque également qu'on appose sur la maquette pour pouvoir ensuite travailler les zones du verre. Dès qu'on a la coloration, la première étape, c'est d'aller choisir le verre. Alors, il faut savoir qu'en France, on a la chance d'avoir encore une verrerie qui fait du verre soufflé à la bouche sous forme de feuilles de verre. Nous, vitraillistes, nous travaillons le vitrail à plat. Nous ne fabriquons plus, depuis maintenant quelques dizaines d'années, voire centaines d'années, notre verre nous-mêmes. Donc, nous approvisionnons dans cette verrerie qui s'appelle donc la verrerie de Saint-Just, qui est la dernière en France. Il y en a encore une autre en Allemagne, et ce sont les 2 dernières en Europe. Donc c'est un savoir-faire aussi qui est très important, puisque c'est vraiment un savoir-faire artisanal. Et donc vous voyez dans cette feuille de verre bleu des nuances qui apparaissent, et des zones plus claires et des zones plus foncées. Et ça, pour nous, c'est très important, puisque on va avoir tout intérêt pour des commandes importantes à les choisir nous-mêmes nos feuilles de verre pour voir celles qui vont le plus correspondre à nos projets. Alors Pierre-Emmanuel, s'il était là, dirait que c'est un art de l'assemblage, finalement, comme le champagne, de trouver les bonnes feuilles de verre et de pouvoir les assembler au mieux ensemble. Et c'est ce que nous faisons quand nous allons sur place à la verrerie de Saint-Just. Et voilà à quoi peut ressembler la coloration qu'on a en atelier. On a ici des échantillons de nos feuilles de verre que nous choisissons donc avec les artistes pour la coloration du projet. Donc on a à chaque fois, donc il se trouve que là c'est un projet un petit peu multicolore avec beaucoup de couleurs, donc on a toutes les couleurs, mais c'est pas forcément du tout le cas. Aujourd'hui à l'atelier on a la chance d'avoir encore plus de 1100 couleurs différentes, donc on a vraiment des plus beaux stocks de verre de France, et on l'utilise quand c'est possible pour faire nos créations. Petit doublon. Une fois qu'on a choisi nos feuilles de verre et qu'on les a achetées, on va pouvoir couper le verre. Vous voyez, on le coupe à plat comme ça sur une table, avec une roulette en tungstène, on n'utilise plus de diamant aujourd'hui. Et on va utiliser ces calibres, donc ces petits morceaux de papier, pour couper le verre, ces morceaux de papier qui sont donc à la bonne taille, et qu'on aura dessiné en amont. Une fois qu'on a coupé nos feuilles de verre, donc on les travaille, on les peint, on les travaille avec certaines techniques, et voici à quoi ressemble par exemple une partie donc d'une baie qu'on a en cours de réalisation.
avant qu'elle ne soit mise en plomb. Vous voyez qu'ici, on a choisi d'avoir une trame rectangulaire et on peut avoir toutes les couleurs sur le verre. Après, on va toujours choisir d'avoir des couleurs particulières. Et ça, c'est encore un exemple de ce qu'on a fait pour l'église Saint-Hilaire de Givet. Voilà, donc ça, c'est l'étape de mise en plomb. On va prendre, on achète le plomb sous forme de baguette et on va assembler toutes nos pièces les unes après les autres avec tous les outils que vous voyez là, qui sont vraiment les outils typiques du maître verrier. Et voici quelques exemples de créations terminées. Ici, par exemple, c'est un vitrail alors qui est un peu confidentiel encore parce qu'il n'a pas encore été dévoilé, que nous avons réalisé pour une maison de champagne et qui représente donc la vigne dans le style médiéval. Donc ici, c'est vraiment une entreprise qui a choisi de faire appel à nous pour illuminer un de leurs lieux. Ici, c'est un vitrail tout à fait différent, très contemporain, puisqu'aujourd'hui, on a aussi une vraie demande de designers et d'architectes d'intérieur qui souhaitent aussi avoir un vitrail sans plomb. Donc, on est obligé aussi de développer de nouvelles techniques. Et alors ici, c'est toute une fresque que cet artiste avait réalisée. Donc, c'est Joachim Gironajou, un designer qui l'a réalisé. Et le vitrail est en fait au bout, près de l'escalier, et il s'insère parfaitement dans cette fresque. Il n'y a pas de plomb, c'est uniquement des verres qu'on a assemblés, qu'on a donc collés, avec une colle particulière. Et là, toute la difficulté réside dans le fait que, comme les verres sont bord à bord, la coupe doit être particulièrement parfaite. Donc ça, c'est un exemple de vitrail contemporain qu'on peut réaliser. Ici, en exclusivité, si je peux dire, ce sont des vitraux que nous venons de terminer et de poser dans notre église du Sacré-Cœur, qui sont des vitraux réalisés par un jeune homme qui s'appelle Rodrigo Salgado. Et nous avons le projet de refaire les 16 baies de notre église à partir de ces dessins. Et donc nous venons d'en poser 4. Et on voit tout de suite justement le côté lumineux et coloré que ça apporte à notre église. Donc ça, nous en sommes très contents. Donc il faudra venir nous voir sur place pour en voir plus. Et un dernier exemple un petit peu quand même emblématique de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une création de Jean-Paul Agosti qu'il a réalisé pour le collège Saint-Joseph de Reims. Donc l'établissement scolaire là, pour la chapelle qui a été refaite il y a maintenant une dizaine d'années et pour laquelle il a créé plus de 300 mètres carrés de vitraux réalisés par l'atelier avec des significations religieuses, mais qui sont des vitraux qui sont particulièrement flamboyants et que je vous invite également à aller voir, notamment lors des journées du patrimoine. Ensuite, on édite des objets d'art. Pour l'atelier, c'est important donc de sauvegarder le patrimoine local, de participer aussi à son dynamisme en créant de nouveaux vitraux, mais c'est aussi important de rappeler que le vitrail est finalement pour tout le monde. Il n'est pas réservé aux édifices religieux, ni aux édifices civils d'une certaine taille, que tout le monde peut finalement se l'approprier, bien sûr, selon son budget, mais de finalement sortir le vitrail de ces grands édifices pour le faire rentrer dans les intérieurs. Il y avait déjà eu au XVIIe siècle un mouvement de cette ampleur et qui se retrouve bien en Suisse alémanique ou dans les pays comme les Pays-Bas. On voit des petits vitraux, on a vraiment des petits vitraux de taille humaine puisque c'est un moment où justement les vitraux sont rentrés dans les intérieurs. Et nous, on est vraiment attachés au fait que le vitrail doit pouvoir toucher finalement chacun d'entre nous. Donc nous éditons des objets d'art. Par exemple, celui-ci, qui utilise par ailleurs une autre technique que nous développons, qui est la sérigraphie sur verre, mais adaptée au vitrail, c'est-à-dire on utilise vraiment les peintures du vitrail de manière traditionnelle, mais qui nous permet d'atteindre une finesse dans certains détails qu'on n'aurait pas à la main, donc qui est très utile. Et donc ça, vous voyez, c'est une commande d'un particulier, par exemple,
pour chez lui. Il avait une peinture qu'il a fait reproduire en vitrail et qui va pouvoir illuminer son intérieur, puisque maintenant on fait des panneaux rétroéclairés. Donc c'est comme un tableau qu'on allume chez soi. Et ici on voit un autre exemple, donc toujours de ce designer Joachim Géonajou, qui là reprend donc le vitrail sans plomb. Et là vous voyez c'est un objet qu'on peut manipuler, qu'on peut finalement déplacer à sa guise et avec lequel on va pouvoir jouer avec la lumière. Donc c'est parce que le vitrail, il faut pas oublier, c'est quand même avant tout de la lumière qui se transforme en passant à travers le verre. Vous voyez là le reflet qui est finalement très flou par rapport au dessin et qui offre complètement une nouvelle vision du vitrail. Et ça c'est aussi une manière de revoir le vitrail chez soi. Et enfin pour terminer, c'est quelques exemples de nos réalisations. Je vous présente la nef de l'église du Sacré-Cœur, donc où l'atelier est installé aujourd'hui. Donc nous, nos ateliers sont en sous-sol. La nef est vouée à devenir un jour un espace vivant autour de vitrail dans laquelle on présentera des vitraux que l'atelier a réalisés. Mais nous avons eu la chance, en arrivant, de découvrir ces deux grands vitraux réalisé par l'atelier Simon Marc et Charles Marc dans les années 50, qui représentent les 5 plaies du Christ, et qui illuminent, vous voyez, le matin, le cœur de l'église. Merci Marie. Ouais, pour cette présentation succincte. Non, c'est passionnant, ça montre bien la grande diversité dans différents champs d'intervention de l'atelier Simon Marc. Je voulais vous demander peut-être justement qu'on revienne sur cette collaboration avec de grands artistes modernes. Donc on revient peut-être sur l'histoire, un chapitre passé de l'histoire de l'atelier Simon Marc, mais cette collaboration avec de grands artistes comme vous avez cité Marc Chagall, mais on pourrait citer Vieira da Silva, Raoul Lubac, etc. Peut-être que vous nous rappeliez la présence de l'atelier Simon Marc dans différents édifices religieux, civils de par le monde. Et peut-être aussi nous rappeler comment ce nouveau langage plastique moderne est entré dans l'art du vitrail grâce à ces collaborations avec ces artistes. Alors effectivement, on repart de 1640 pour l'histoire de l'atelier. Alors malheureusement, il ne nous reste quasiment plus rien aujourd'hui de ce qu'avait réalisé Pierre Simon, donc le premier des Simons à avoir fondé l'atelier, à l'exception de son chef-d'œuvre de corporation, donc un petit vitrail. Ce petit vitrail à taille humaine qui représente la visitation de la Vierge par Élisabeth, qui est restée dans la famille Marc. Il resterait peut-être quelques autres éléments. On sait que Pierre Simon avait travaillé notamment pour le couvent des Minimes à Reims, qui n'existe plus, ou pour l'abbaye Saint-Nicaise, qui n'existe plus non plus. Donc voilà, malheureusement, on a beaucoup d'éléments perdus. On a juste cette petite pièce de corporation. On sait que l'histoire de Reims, dans laquelle il y avait pas plus de verriers jusqu'au début du XXe siècle, ce n'est que finalement très récemment que le nombre de verriers a diminué, est très lié au Simon parce que une étape importante pour la famille, c'est qu'au XVIIIe siècle, ils sont nommés verriers de l'Église par le chapitre de la cathédrale de Reims et sont donc chargés de l'entretien des verrières de la cathédrale. Et c'est notamment de cette époque que date le remplacement des vitraux des baies basses de la cathédrale par des baies transparentes. Donc malheureusement tous les vitraux qui étaient à cet endroit-là ont été perdus au XVIIIe. Mais si vous regardez bien dans ces fenêtres transparentes, parfois dans les tout petits éléments colorés, il y a eu des vitraux anciens qui ont pu être réutilisés. Et donc, il y a des tout petits fragments des vitraux précédents. Au XIXe siècle, il y a un travail très important qui est entrepris par la famille Simon, puisqu'ils vont inventorier les vitraux de la Grande Rose de la cathédrale, les médaillons. Donc, ces médaillons dont on a gardé encore aujourd'hui justement tout l'historique
et conservé à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine à Paris. Mais c'est un travail qui a été très précieux parce que dès 1886, la grêle a fortement abîmé cette rosace de la cathédrale. Puis ensuite, bien sûr, la Première Guerre. Et c'est grâce à ces relevés qu'avaient effectués les Simons qu'on a pu restaurer dans les règles de l'art ces médaillons qui sinon auraient été perdus. Alors évidemment, la Première Guerre abîme fortement les vitraux. On a déjà beaucoup de chance d'avoir encore des vitraux 13e dans la cathédrale. Et c'est grâce à Jacques Simon vraiment qu'on le doit, puisque c'est lui qui va intervenir à l'aube ou dans le brouillard, à l'aide de sapeurs-pompiers de Paris, pour déposer les verrières qui étaient encore en place dans la cathédrale, qui n'avaient pas été détruites. Donc c'est quand même une grande chance. Ils vont ensuite passer des années d'après-guerre à les restaurer, puis toute la ville de Reims est quasiment détruite, toute la région est quasiment détruite, donc ils vont avoir beaucoup de travail, de création également, donc plutôt dans le style art déco, pour justement réanimer toutes ces églises, tous ces édifices aussi civils. Je pense notamment à l'Opéra de Reims également, dont on fête les 150 ans cette année, qui a une grande verrière de Jacques Simon en son sein. Et puis, dans les années 50, c'est du nouvel ère pour le vitrail, puisque l'art finalement profane va rentrer dans les édifices religieux. On va demander à des artistes qui ne sont pas catholiques de réaliser des vitraux religieux, et on va aussi demander à des artistes non catholiques de réaliser des vitraux qui ne sont pas religieux. Et donc ça, c'est quand même une révolution pour l'Église. Et donc, comme vous l'avez dit, il y a Marc Chagall, mais il y a aussi bien sûr Maria Elena Vieira da Silva, Yakov, exactement. On peut voir aussi à la Fondation Mag. C'est l'époque aussi de ces grands galeristes qui vont faire des commandes, développer cet art sur d'autres supports que le vitrail, que la peinture, pardon. Et donc c'est très important. Donc on peut en voir la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence, de Braque également, de Miro. Il y a une très grande fresque de Miro. Marc Chagall, bien sûr, on peut le voir à Reims, on peut le voir aussi à Metz, et puis on peut le voir à New York au siège de l'ONU, et bien sûr à Adassa également en Israël. Et puis à Sarrebourg, il y a un très très grand vitrail à Sarrebourg, pour certains qui ont la chance de le voir, qui est absolument magnifique. Et puis à Reims, on a également, donc on a la cathédrale bien sûr, mais on a aussi l'église Saint-Jacques, puisque c'est là où il y a les vitraux de Joseph Chima et de Maria Elena Vieira da Silva. Donc c'est aussi une église qu'il ne faut pas rater, sans oublier la chapelle Fujita. C'est vrai. Ça fait de beaux exemples. Ça fait déjà de beaux exemples de création dans la région. Et puis dans les Ardennes aussi, je crois qu'il y a eu. Dans les Ardennes, les Simons étaient très présents dans les Ardennes, effectivement. On vient de restaurer des vitraux à l'église Saint-Antoine de Aubuté qui avait été réalisés par Jacques Simon. Donc effectivement, il y en a beaucoup. Puis bien sûr, il y a la création, on entend faire à l'église Saint-Hilaire de Givet. Mais voilà, c'est vraiment à ce moment-là que va débuter cette ère de création autour du vitrail. Donc ça avec Brigitte Simon, Charles Marc, et puis Benoît Marc va continuer, va travailler des très grands artistes contemporains comme François Rouen au château de Hautefort, ou David Tremlett à Vinox-la-Grande, dans l'Aube, donc qui est pas très très loin de chez nous. Il y a une création aussi emblématique. Et puis donc Jean-Paul Agosti à la chapelle Saint-Joseph de Reims, et Imi Knebel à la cathédrale. Alors ça, je ne me donnerai pas mon avis parce que je sais que c'est une question piège, mais ça fait partie quand même des commandes importantes de ces 10 dernières années. Et on peut aussi peut-être préciser, pour élargir le propos, que cette collaboration avec ces artistes modernes dans les années 50, 60 concerne d'autres arts appliqués, puisqu'on voit la même chose, que ce soit pour la tapisserie, enfin les textiles de manière plus générale, la céramique, c'est vraiment ce qui va faire
entrer un langage plastique plus moderne, voilà, dans ces différentes disciplines artistiques, ces collaborations. Je voulais maintenant vous poser une question, peut-être pour qu'on rentre un peu plus dans le concret de ce que c'est de reprendre un atelier de vitrail. Donc tout récemment, il y a 3 ans. Comment procède-t-on pour aller peut-être chercher des talents, des compétences, renouveler les équipes? Comment vous vous êtes positionné peut-être justement pour diversifier les activités, aller vers les éditions d'objets d'art? Voilà, comment vous avez pensé les choses quand vous avez repris cet atelier? Alors c'est vrai que pour faire la transition avec ce qu'on disait juste avant, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement depuis une dizaine d'années, il y a un regain particulier aussi pour les métiers d'art de manière générale, dont le vitrail, où là effectivement il y a vraiment un intérêt pour la matière en elle-même. Donc on élimine le plomb, on élimine la peinture, on veut vraiment travailler le verre soufflé. C'est là qu'est la beauté de la matière vraiment pour ces designers et ces architectes d'intérieur. Et donc c'est ce qui s'évertue à mettre en avant. Et là c'est vrai qu'il y a eu un travail important de fait, puisqu'on a travaillé pour Tristan Auer par exemple, un grand architecte d'intérieur au crayon, et ça continue en ce moment. Donc ça là-dessus on a quand même beaucoup de chance, parce que le vitrail est à nouveau quelque part à la mode. Ça c'est pour nous très important, parce que ça élargit aussi ses possibilités à l'avenir. Donc effectivement, comment on reprend ton atelier? C'est pas simple. Surtout que l'atelier a été repris. On a dû déménager la maison historique du XXe siècle, qui avait été construite par Max Saint-Saulieu à Reims, une très grande maison, atelier et habitation, donc vraiment dédiée au vitrail, avec des très grandes verrières, donc c'était assez unique. Sauf que la maison a été vendue, on a dû la quitter, donc on s'est installé pendant 1 an dans un lieu provisoire avant de rejoindre l'église du Sacré-Cœur. Et donc il a fallu quand même déménager un siècle d'archives, de verres, de matériel, sachant que tout avait été construit sur mesure pour la maison. Donc c'était quand même déjà un travail assez important. Et puis quand on a enfin commencé tout ça, on a pu reprendre l'activité, sauf que c'était en mars 2020. Je sais pas si vous vous souvenez de mars 2020. Voilà, le premier confinement. Donc on a travaillé 15 jours et puis on s'est arrêté 2 mois et demi, le temps de comprendre aussi ce qui se passait, comme tout le monde. Et puis après, ce qui a été dur, c'est que on voulait répondre à tous les appels d'offres qui sortaient, sauf qu'il n'y en avait pas qui sortaient. Donc on a répondu aux très rares qu'on a vu passer, mais c'était compliqué, parce que le vitrail c'est justement du temps long. Là, pour vous donner une idée, aujourd'hui on va commencer un chantier pour lequel on a rendu un premier devis en octobre 2020. Donc le temps qu'on vienne nous voir, qu'on établisse le projet, qu'on rende un devis, que la mairie ensuite puisse aller chercher les financements, nous donne son accord, c'est facilement 1 an, voire plus, qui s'écoule. Donc déjà qu'on n'avait pas beaucoup de chantiers à initier en 2020 parce que il y en avait pas. En plus, il a fallu ce temps de remise en route de tout le système. Donc 2020 était une année un peu compliquée. Je confirme. Pour tout le monde, mais aussi pour nous. On a quand même réalisé des belles choses dans cette année-là, mais c'est vrai que tout a vraiment commencé pour nous en 2021. Alors, ce qui est bien, c'est que moi personnellement, j'ai vraiment pu m'imprégner du vitrail pendant cette année 2020, puisque effectivement, j'ai eu le temps de le faire. Mais on a notamment réalisé pour le chef Philippe Mille au Crayères, qui a créé un plat vitrail inspiré de la Grande Rose de la cathédrale. On lui a créé un petit plat pour accompagner ce plat vitrail. Donc avec du verre soufflé, recouvert donc d'un verre bien sûr qui supporte l'alimentaire, mais
le chef Philippine notamment beaucoup travaillé avec des artisans d'art de la région et on a eu la chance de faire ce projet avec lui. Mais c'est vrai que tout a commencé en 2021, c'est là où on a arrêté d'être confinés, on a pu les chantiers, les appels d'offres ont vraiment commencé à reprendre. Grâce à notre président exceptionnel, on a aussi eu des commandes privées qui ont pu nous donner du travail. Et puis tout s'est accéléré avec un salon particulier auquel nous avons participé pour la première fois en octobre 2021, avec d'ailleurs le soutien de la région, qui est le Salon international du patrimoine culturel, qui se tient à Paris, donc fin octobre chaque année, et qui a réuni les plus grandes entreprises de restauration du patrimoine de France. Donc c'est un très beau salon auquel participer. Et suite à ça, on a gagné 3 appels d'offres. Donc voilà, c'était quelque part le début officiel de l'activité. Et depuis, nous ne manquons pas de commandes. Voilà, on sent qu'il y a vraiment une étape qui a été franchie à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des commandes justement sparnassiennes ou dans les environs d'Épernay ou... Oui, bien sûr. Il y en a un petit peu à Épernay. Si vous pouvez en parler. Alors, si, on a travaillé plusieurs fois avec l'association diocésaine, qui a quelques églises, qui a quand même aussi quelques biens à Épernay, qui nous a sollicités. On a travaillé aussi, on a fait un projet très intéressant qu'on avait envie de refaire avec d'autres écoles, avec l'établissement Sainte-Marie à Épernay, établissement privé, qui a demandé, qui avait le souhait de réaliser un vitrail avec les élèves. Et donc on les a accompagnés dans cette démarche. Chaque classe a fait une maquette. On est venus ensemble pour voir quelle maquette était finalement la plus adaptée pour réaliser un vitrail. Et puis on a réalisé le vitrail à partir de leur maquette, vitrail de Sainte-Marie bien sûr. Donc c'était un projet intéressant et qui nous permet aussi justement d'être dans la transmission, parce que on voit bien que c'est important quand même de transmettre et de donner aussi envie et de montrer à ces jeunes élèves que les vitrails, ce ne sont pas que si je peux me permettre, des vieilleries dans les églises. C'est quelque chose de vivant, et il y a vraiment un côté création, un côté lumineux, et que c'est bien aussi de s'y intéresser. Et donc justement, vous parliez de transmission, de partage. Je crois me rappeler que vous m'aviez expliqué que vous aviez le souhait de pouvoir ouvrir à terme votre atelier à des groupes pour des visites découvertes, des présentations, pour expliquer les techniques et les étapes d'élaboration du vitrail. Exactement. C'était pas prévu au départ, mais quand on s'est installé dans cette église, tout s'est présenté d'elle-même, parce que donc comme c'est une église des années 50, elle est sur 2 niveaux, et donc nous avons installé les ateliers au sous-sol, et il se trouve qu'il y a un long couloir qui nous permet de traverser ces ateliers et de voir les compagnons au travail sans les déranger. Donc effectivement, tout de suite s'est présentée cette idée de partager finalement l'art du vitrail avec le plus grand nombre. Alors nous souhaitions ouvrir il y a maintenant déjà quelques temps, on a pris un peu de retard, on est en plein dans les dossiers administratifs en ce moment, mais on espère s'en sortir bientôt. Et dès l'attribution de cette autorisation d'établissement recevant du public, nous pourrons ouvrir officiellement aux visiteurs. Alors aujourd'hui, nous faisons de manière exceptionnelle des visites pour des associations qui nous contactent en petits groupes, parce que bien sûr, quand même, il y a quand même toute une explication à avoir pendant qu'on traverse ces ateliers. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment les projets en cours, et on voit vraiment les compagnons travailler à ce moment-là. Et donc, dans la nef, nous souhaitons présenter à terme, effectivement, nos vitraux que nous aurons mis en lumière à ce moment-là. On en voit déjà un petit peu, mais on aimerait vraiment faire un bel espace autour du vitrail. Et est-ce que vous avez en termes de développement, est-ce que vous avez des souhaits pour travailler peut-être à l'international ou
à terme, peut-être? Alors, nous, on a envie de travailler partout où c'est possible. On a effectivement des projets en ce moment à l'international. Avec le redémarrage de l'atelier et ce que on disait tout à l'heure, le fait qu'il y a déjà énormément finalement de travail dans la région, parce qu'il y a énormément de vitraux dans la région, on a pu jusqu'à maintenant quelque part fait avec ce qu'on avait sur place, mais effectivement on est très content d'avoir aussi des projets à l'international. On avait également pensé à un moment donné participer à des salons à l'international parce que il y a aussi des endroits dans le monde comme la Russie où ils aiment beaucoup le vitrail et qui serait pour nous une bonne piste de développement. Alors une question qui j'espère fera arriver votre président. Une question par rapport au contexte international, au niveau notamment, je pense notamment peut-être à la crise énergétique ou peut-être aux éventuelles difficultés d'approvisionnement. Est-ce que vous avez été impacté notamment en 2022 par ce contexte international? Est-ce que vous avez senti qu'il y pu y avoir des difficultés Alors même depuis 2021, depuis le confinement, à la suite du confinement, c'est là que vraiment on a commencé à sentir les difficultés parce que on l'a vu tout à l'heure dans le vitrail, puis on le voit bien là, toutes ces barres horizontales et verticales, cette structure métallique finalement qui soutient les panneaux de vitraux est réalisée par des serruriers métalliers. Or le prix de l'acier et du fer ont nettement augmenté à la suite du confinement. Et donc pour nous, ça a été une source d'augmentation très importante. Donc ça, c'était la première chose. Effectivement, en 2022, on a aussi eu une répercussion indirecte, puisque nous, finalement, on fait quand on a de la peinture sur nos verres, on doit les cuire pour que les peintures puissent rester des centaines d'années. Donc, ça fait une petite utilisation énergétique. Mais c'est surtout les souffleurs de verre qui, eux, ont des fours qui ne peuvent pas éteindre et qui produisent tous les jours de l'année et qui, eux, fonctionnent au gaz. Donc là, il y a eu des hausses d'énergie pour eux spectaculaires. Donc, il y avait une 3e verrerie en Pologne qui a fermé. Donc, pour nous, c'est une vraie source parce que si on n'a plus de verre soufflé, a priori, on peut plus faire de vitrail. Donc, c'est quand même quelque chose qui est quand même source d'angoisse un petit peu pour nous au long terme. Et notamment cet hiver, la verrerie de Saint-Just, donc la grande verrerie française, la dernière grande verrerie française qui fait ses feuilles de verre soufflées, a fermé ses fours. Ils ont arrêté de produire. Ils sont toujours en arrêt aujourd'hui pour limiter justement leurs coûts. Donc ils ont encore des stocks, mais ils vivent sur leurs stocks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on les appelle, on leur demande une couleur en particulier, ils pourront pas la produire. Donc s'ils l'ont pas, nous on est quand même bien embêtés pour aussi réaliser nos vitraux. Donc oui, il y a une vraie répercussion nous sur notre travail et on y fait très attention. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise le moins possible nos stocks qu'on a assez conséquents pour à chaque fois qu'on a une commande recommander du verre et être sûr qu'on a toujours quand même des réserves de verre pour assurer l'avenir. En tout cas, dès qu'il sera possible de visiter l'atelier, je vous invite tous à aller le découvrir. J'ai eu l'honneur de pouvoir le faire et c'est vrai que c'est assez étonnant, c'est assez merveilleux de voir tous ces talents, toutes ces compétences réunies, de les voir travailler, c'est assez merveilleux. Et voilà, monsieur le président de l'atelier, nous sommes ravis d'accueillir. Désolé, bonjour Marine. La meilleure de nous-mêmes, c'est Marine Rondeau. Moi, je ne fais que de la figuration. Merci à vous, Pierre-Emmanuel. Voilà, donc en effet, avec beaucoup de précision et de passion, Marine nous a retracé l'histoire de l'atelier Simon Marc et notamment ce nouveau chapitre, ce renouveau auquel on
on vous doit beaucoup, Pierre-Emmanuel, ainsi qu'à d'autres actionnaires. Et donc, je voulais vous poser cette question. Pourquoi cet investissement? Comment s'est fait justement, il y a eu cette envie, cette appétence, ce souhait de s'investir dans la reprise, le renouveau de l'atelier. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier, cher Laure, de vous inviter, Marine et moi, à cette discussion entre nous. Je voudrais aussi vous remercier les uns les autres d'être là, parce que je sais que l'atelier Simon Marc est une entreprise qui est très chère au cœur des Champenois. Juste un mot, quand j'ai racheté le Champagne d'Étinger il y a 16 ans, j'avais reçu beaucoup de messages d'encouragement ou de félicitations. On en a reçu 10 fois plus pour Simon Marc. Alors que c'est tout petit, vous n'imaginez pas encore aujourd'hui le nombre de fois où on nous dit c'est formidable d'avoir repris cet atelier, etc. Donc, ça montre à quel point cet atelier, qui est la plus ancienne entreprise de Champagne, beaucoup plus ancienne que toutes les maisons de Champagne, puisqu'elle a été fondée en 1640, à quel point elle est chère au cœur des Champenois. Et puis aussi, c'est un sujet d'âme, parce qu'une entreprise de vitraux, c'est pas une entreprise qui est faite pour gagner de l'argent, ni en perdre. On essaie de ne pas en perdre, on vous en parlera si ça vous intéresse, mais c'est une entreprise d'âme, et presque une entreprise où on retourne un peu à notre enfance, parce que d'abord dans les églises, on crée des petits personnages qui sont comme des chouettes, des veilleurs de la nuit, qui sont toujours souvent avec des caractères un peu enfantins. Et puis aussi, l'atelier se développe dans d'autres domaines auprès des architectes et bien sûr des décorateurs. C'est un autre métier. Alors pourquoi Simon Marc? Et pourquoi? D'abord parce que je connaissais bien cette activité depuis longtemps, qui m'avait inspiré, parce que lorsque mon père, Jean Tétinger, était député maire de Reims, il était très lié avec Charles Marc et Brigitte Simon, et ils avaient beaucoup travaillé ensemble pour avoir les vitraux de Chagall. Ça avait été d'ailleurs une histoire tout à fait... vous m'entendez bien? J'ai pas besoin de micro? Pardon. Tout à fait particulière. Je vous raconte ça en 2 mots parce que c'est quand même émouvant. Alors Charles Marc connaissait très bien Marc Chagall, et mon père, lui, avait bien sûr beaucoup d'entrées auprès d'André Malraux, qui avait fait faire le plafond de l'opéra par Marc Chagall. Et donc, mon père rapportait le budget de la culture, donc il allait chercher des fonds pour la région et pour Reims. Et donc, il avait demandé à Charles Marc si on pourrait faire des vitraux dans la cathédrale, faits par Marc Chagall. Et donc, il s'était bien sûr mis d'accord tout de suite. Mais figurez-vous que quand on a voulu mettre les vitraux de Chagall dans la cathédrale, il y a toute une partie, allez, je vais schématiser, de la bourgeoisie rémoise, de la grande bourgeoisie, qui a dit pas question de faire des vitraux d'un juif non catholique. Et à tel point qu'il y a eu une manifestation, il y a eu une association de créés forte, puis plus de 500 adhérents, je crois, non aux vitraux de Chagall à Reims. Vous vous rendez compte? Alors, mon père était ahuri de ça, mais ça a été loin, parce que ça a été relayé par les journaux bien pensants. À l'époque, les articles s'étaient déchaînés en journaux français, du pour, du contre. Finalement, alors qu'il était soutenu par son ministre, par Malraux, il était lui-même député maire de Reims, eh bien, finalement, il a été obligé de signer avec cette association un accord comme quoi on posait les vitraux de Chagall, et si, 1 an après, il n'en voulait toujours pas, on les retirait. L'association s'est couverte de ridicule. Le lendemain de la pose des vitraux, le monde entier venait les voir. On n'a plus jamais entendu parler de cette association. C'est vous dire que ça m'avait déjà un peu mis la puce à l'oreille, et donc ça m'intéressait. Alors, pourquoi ensuite Simon Marc? D'abord parce que j'ai un père qui est dans la politique, dans les affaires, mais j'ai une mère qui est une artiste merveilleuse, et je me suis dit que j'avais envie de terminer la fin de ma vie avec cette femme qui porte pas le nom de Tétinger, qui s'appelle Corinne Deville, qui a fait une œuvre formidable. On expose d'ailleurs en ce moment au musée de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, un musée d'État, et donc j'avais envie de retrouver ma mère quelque part en me disant je vais m'intéresser à quelque chose de plus artistique. Je n'ai pas le don de faire des peintures, mais j'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup les peintres, les artistes, et donc il y a eu ça sans aucun doute. Et puis le fait que j'avais dit à Benoît Marc à l'époque, que je voyais souvent, si vous vendez Simon Marc, je voyais bien qu'il en avait assez pour des tas de raisons. Ça m'intéresserait de le reprendre. Puis finalement, Benoît et Stéphanie avaient vendu l'entreprise à une personne qui était pas dans le coup, allez, disons le mot, qui avait trop de choses, qui était pas une entreprise comme le vitrail,
petite entreprise, c'est beaucoup plus difficile qu'une maison de champagne ou une grosse usine. On doit tout faire nous-mêmes, c'est tout petit, c'est des mètres verriers, c'est des tout petits salaires, c'est presque monacal le vitrail. Donc c'est une autre, il faut s'en occuper comme on s'occupe d'un nouveau-né tout le temps. C'est pas Marine qui me contredira, on est bien d'accord là-dessus. Ça demande un temps fou. Une commande, c'est long, on va le livrer dans 3 ans, dans 2 ans. Enfin, c'est tout un travail dont on pourra parler dans quelques secondes. Donc voilà, il y a eu ça. Il y a eu le fait que elle était en très grande difficulté et que si on n'allait pas tout de suite la reprendre, quand on l'a repris, elle était en cessation de paiement pratiquement. Et avec Philippe Varin, qui est champenois comme moi, on avait aussi fait des vitraux. Je précise que j'avais déjà fait faire des vitraux dans un petit village de l'Aisne, Cuiry et les Chaudardes, où j'avais fait faire par ma grand-mère, Elisabeth de la Bovinière, qui est une vraie peintre, qui a fait toute une église avait été refaite par Simon Marc il y a 15 ans. On avait aussi fait des vitraux avec Philippe Varin de Saint-Joseph, de Reims. On avait chacun pris des vitraux. Donc on connaissait bien le vitrail. Et Philippe, qui est champenois, qui était le patron de Peugeot, il adore le vitrail. Et donc ça s'est fait comme ça. Et puis après, il nous a fallu, et j'en termine là-dessus, il nous a fallu trouver une directrice. Vous savez, moi je crois beaucoup à cette phrase le hasard est un geste discret de Dieu. C'est une phrase d'Einstein qui est pourtant cartésien. Et les choses arrivent quand on s'engage, les choses arrivent, la providence est toujours là. Et donc la providence a voulu que quand j'ai cherché une directrice générale, un jour où on mettait la Légion d'honneur c'était Gérard Boyer, non? Éliane Boyer, à Paris, dans l'hôtel de la Légion d'honneur. Vitali me dit, mais tu sais, moi j'ai la directrice qu'il te faut pour Simon Marc, ma fille Vitali. Et je dis, ah bon, mais où est-elle? Elle me dit, elle est là. Je dis, c'est pas possible. Il dit, c'est Marine Rondeau. Je connaissais très bien son père, qui était mon alter ego, dans le sens qu'on avait le même âge, pratiquement né le même mois. Sauf que lui est un immense photographe, ce que je ne suis pas. Et donc, elle est là et va la voir. Et donc, je suis tombé sur Marine, que j'appelle Marinette. Et je lui ai dit, est-ce que ça vous intéresserait? Elle m'a dit oui. Et nous voilà partis dans cette aventure. Alors, évidemment, Marine a fait les secs, une femme merveilleuse. Mais elle aime l'art, elle est cultivée, elle vient d'une famille de culture, bien sûr, ça compte beaucoup, et on s'est très bien entendu, et nous voilà partis. La deuxième étape, je dis pas tout de suite parce qu'elle est encore plus étonnante, j'avais dit à l'époque aux actionnaires, aux quelques actionnaires qui nous ont suivis, pas pour l'argent, je précise, c'est presque un peu à fond perdu, mais qui ont mis parfois 2000, 3000, 5000 euros, etc. Bon, on a quand même à cœur de les faire fructifier, mais j'avais dit, j'aimerais bien m'installer dans une église, parce qu'on savait que l'atelier était rue Ponsardin, mais c'était dans une maison d'habitation. Il avait de l'allure, cet atelier, mais on pouvait pas faire de visite. C'était très compliqué. L'outil de production, elle n'était plus aux normes d'hygiène et de sécurité. Enfin, il y avait des tas de problèmes importants et qu'on acceptait parce que c'était la famille Marc. Mais honnêtement, c'était plus un atelier qui était visible aujourd'hui par des gens qui n'auraient pas accepté les tas de conditions d'hygiène et de sécurité. Et puis on voulait accueillir des visiteurs, donc j'avais dit, j'aimerais bien installer l'église, idéalement dans une église. Il y a plein d'églises vides et en béton, parce que j'avais envie de trouver une église en béton. Vous savez, il y a plus de 600 églises en béton en France qui ont été faites dans les années depuis 45 jusqu'à les années 60, qui sont intéressantes. Moi, j'ai une église que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est Notre-Dame de Royan. Qui a été faite, qui était une église tout à fait extraordinaire. J'aime toutes les églises, évidemment. Toutes, absolument toutes, de toutes les époques, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'avais envie d'une église en béton, je sais pas pourquoi. Et puis alors, le hasard étant un geste discret de Dieu, et après, je me retrouve il y a 2 ans, Marine, c'est ça. D'abord, le Champagne Tétinger nous a hébergés, il a fallu déménager. Nous a prêté un local, comme quoi les choses arrivent, qui était vide, un local, ça s'appelait Judorex Tétinger, qui n'existait plus. On s'est installé au Judorex pendant 1 an, c'est d'ailleurs très bien passé, mais là encore, on pouvait pas recevoir de visiteurs, donc c'était bien, mais ça n'allait pas, et moi je voulais absolument une activité de visite, parce que j'ai les process d'une maison de champagne, et que la visite, ça apporte un fonds de commerce, de l'argent qui tombe tout de suite un peu, et comme on est payé dans le vitrail 6 mois ou 1 an après, ou 2 ans après, ou 3 ans après, je me suis dit, avoir des visiteurs, ça serait très bien, puis c'est tellement beau le vitrail. Alors, quelques mois après, un chef d'entreprise parisien me téléphone et me dit, hasard, geste discret de Dieu, écoute, je suis pas champenois, j'ai un ami que je connais depuis longtemps qui vient d'être nommé archevêque de Reims, Monseigneur de Moulin-Beaufort,
j'aimerais bien faire un dîner avec lui à Reims, mais s'il y avait une famille champenoise, si tu étais là, ça m'arrangerait. Je lui dis oui, ça m'arrange beaucoup, j'ai des choses à lui demander. Alors je me retrouve en face de Monseigneur de Moulin-Beaufort, un homme formidable, et au bout de 2 verres de champagne, je me lance, je dis Monseigneur, auriez-vous une église pour moi? Il me dit écoutez, je vais réfléchir, je l'ai vu reprendre un peu de champagne, et puis il m'a dit eh ben oui, j'en ai une. J'ai dit c'est pas possible, elle est à Reims? Oui, elle est en béton, oui. Ben j'ai dit écoutez, c'est sérieux? Il me dit oui, c'est sérieux. En plein Covid, je vous en reparle. Et 2 mois après, on signait un bail amphithéotique avec la reprise de cette église qui est formidable. Alors du coup, au début, tout le monde l'a trouvé très laide. Mais maintenant qu'il y a l'atelier de vitraux, tout le monde la trouve absolument magnifique. Voilà. Et elle est magnifique. Elle est magnifique et hasard, geste discret de Dieu, 2 vitraux magnifiques faits par Charles Marc en 59 sont là pour nous accueillir. Et autre signe assez merveilleux, c'est que mon père Jean était élu maire de Reims 6 mois avant l'inauguration de cette église, qui avait été voulue et désirée par Pierre Schnetter et l'archevêque de l'époque. Mais je pense que mon père a dû être là à l'inauguration 6 mois après. J'en sais rien, j'arrive pas à retrouver une photo où je verrais mon père, mais se serait-il dit que 80 ans après, son fils et Philippe Barin reprendraient. C'est une très belle église, elle est magnifique, d'un très beau béton, parce que c'est autant Notre-Dame de Royan, le béton, c'était du premier béton d'après-guerre, un peu de bunker qui s'est frité et tout est un peu à refaire, mais là, le béton est de très grande qualité et elle est magnifique. Voilà, alors Marine a dû vous raconter, depuis l'atelier est en bas, elle a dû vous montrer des photos, et là on s'apprête à faire un espace vivant du vitrail. Mais vous savez, je passe ma vie à chercher de l'argent pour des opérations de mécénat, donc je suis lancé dans ça. Marine s'occupe aussi bien sûr de tout ça, mais plus de l'activité au quotidien. Elle regarde les comptes et la pauvre n'a pas de cheveux blancs, mais ça peut arriver. Mais tous les jours c'est tous les jours un autre jour. C'est pas comme dans le champagne. On a du champagne, hop, on vend la caisse, le monsieur la met dans le coffre et part. Et l'argent rentre tout de suite. Là, le vitrail, c'est un autre sport, mais merveilleux. Absolument merveilleux. Cette entreprise passionne. Alors c'est drôle, on fait des comités exécutifs toutes les semaines avec Philippe Barin qui a quand même dirigé des entreprises de plus de 200 000 personnes. Et là, il y a 8 personnes, mais on est aussi passionné que si c'était la plus grande entreprise du monde. Le vitrail, c'est merveilleux. C'est tout simplement merveilleux. Je terminerai cette petite introduction en disant juste une chose. Il y a un vrai lien avec le champagne, parce que le champagne, c'est du silence. C'est le silence dans les caves. C'est de l'assemblage de crus. Quand on choisit des crus, et puis après, le chef de cave les met en signature avec les responsables de maison. Et c'est du verre, du silence et de l'assemblage. Et c'est pareil dans le vitrail. Il y a cette notion de silence. Quand on voit les maîtres verriers travailler, ils sont dans le silence, ils sont dans quelque chose qui est vraiment de monacal. Les gens qui veulent nous rejoindre sont des gens qui sont pas foncièrement intéressés par l'argent. On le voit, bien sûr, que ça compte, les 35 heures, tout ça, mais il y a autre chose. Il y a vraiment autre chose. On a une architecte qui a dit j'arrête mon métier d'architecte et je deviens maître verrier. Voilà. Il y a des destins particuliers et donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Et puis quand on achète une feuille de verre, Marine a dû vous le dire, chaque feuille de verre qu'on achète à la verrerie de Saint-Just, il y a deux grands producteurs de feuilles de verre. Une entreprise s'appelle Lamberts en Allemagne et une autre s'appelle Saint-Just près de Saint-Étienne, qui est d'ailleurs en difficulté financière, qui appartient à Saint-Gobain. On s'intéresse à son sort avec Philippe Barin. Parce que il n'y a plus que 2 fournisseurs de feuilles de verre dans le monde. On achète des feuilles d'à peu près. Non, mais 2 gros, 2 importants. C'est ça, on peut dire. C'est des feuilles de verre qui sont quoi, de 1,50 m sur 1,50 m? Non. Elles font 70 x 80 cm. Voilà. Et on les choisit feuille par feuille, comme on choisirait une cuve, un cru pour du vin. Donc c'est très artisanal. Après, on les choisit et c'est ces feuilles-là que nous travaillons ensuite. La Marine, vous avez déjà dû expliquer, vous allez l'expliquer un petit peu. Voilà un peu l'histoire de la genèse de Simon Marc. Mais on est très heureux. Et puis, dernière chose, quand même, c'était l'idée que tout ne part pas à Troyes, qui est le capital du vitrail. On voulait quand même que l'atelier de la Champagne, il est à Reims, subsiste. Parce que vous savez que Simon Marc a travaillé pour toutes les églises de la région, toute la grande Champagne, la Champagne. J'ajoute que je découvre mon ami là-bas qui est caché dans un coin, qui est un très très grand architecte champenois, Giovanni Pace, et qui
tout de suite, comme beaucoup d'autres, il a montré l'exemple de nous offrir carrément ses services, sachant que l'atelier n'était pas riche, pour nous aider. Et on a été extrêmement aidés par le cabinet Patché, bien sûr, formidablement, et c'est pas fini, mais aidé aussi par le centre de formation des apprentis qui a refait toute l'électricité. Beaucoup de gens sont venus donner de leur savoir, électriciens, plombiers et tout, pour l'atelier. Actuellement, là, on a posé des vitraux dans l'atelier et pour justement que l'atelier vive. Parce que on a fait la rampe d'handicapés m'a été offerte par une entreprise de travaux publics. Enfin, il y a autour de cet atelier un projet d'âme formidable. Étant entendu que le président, le vice-président, les actionnaires n'ont pas l'intention d'être payés en dividendes. Peut-être, moi, je demande au bon Dieu une place au purgatoire. Philippe Varin, il ira directement parce que c'est un grand patron catho, mais nous, dans le Champagne, on est quand même très exposés au péché de temps en temps, et donc ça me fait du bien d'être dans une église, moi qui étais élève des jésuites, et voilà. Et alors c'est aussi pour le dire, je crois, alors avec Marine, c'est bien parce que Marine est d'une famille un petit peu pas athée, mais pour la foi, il faut que j'arrive à vous convaincre. Alors c'est quand même un projet un peu de foi. Je précise. Alors après la foi, on a toutes sortes de foi, hein, mais quand même, il faut avoir la foi. Voilà, ça sera la fin de mon petit préambule. Il faut avoir la foi dans tous les métiers d'ailleurs, mais là dans le vitrail, oui, il faut vraiment avoir la foi, mais ça, je l'ai. C'est cette foi qui nous donne le plaisir de vous voir. Alors le fait que Philippe Varin et moi on l'ait repris, ça a donné une idée à pas mal de gens de se dire mais le vitrail c'est pas justement réservé que à des gens. Ça a donné une ouverture quand même. Les gens se disent tiens, s'ils achètent une affaire de vitrail, c'est que c'est pas fini parce que il y a des grands dangers. Marine a dû en parler ou va en parler. On a des épées de Damoclès avec l'histoire du plomb. Mais moi, plus il y a de difficultés, plus j'aime. Donc ça me plaît, l'histoire du plomb. Mais il y a la sénateur de l'Aube, Madame Paoli Gazin, est formidable. Encore coup du destin, elle s'intéresse à ça et on défend le vitrail. Le vitrail, c'est 70% français. 70% du vitrail mondial est fait en France. Donc c'est vraiment un art qui nous appartient, et puis je vois un autre ami là qui est dans le Champagne. Il y a beaucoup de gens riches en Champagne. Je les incite pour aller au purgatoire à payer un petit vitrail pour un petit morceau de leur église. Tu me vois, Jean-Marie, hein, c'est bien toi que je vois. Hein. Voilà. Alors je dis à tous mes copains vignerons, riches vignerons, merde, payez-vous un petit bout de vitrail. Ça vaut pas très cher un vitrail. Hein. Chez vous, vous pouvez avoir un vitrail pour d'une œuvre que vous choisissez de 1 mètre sur 1 mètre. Ça vaut 6 000 €. Bon, pour un gros vigneron champenois, voire même petit, c'est faisable. On a un vitrail rétroéclairé qui peut représenter quelque chose. Par exemple, tenez, je peux le dire, pour Gérard Boyer, le grand chef. Sa famille voulait lui faire un cadeau pour ses 80 ans. Eh bien, on lui a fait un vitrail qu'il a vu le jour de son anniversaire, très beau, qui reflète toute l'histoire de sa carrière professionnelle. Un cadeau magnifique de 5-6 000 €. Toute la famille Boyer s'est cotisée et il a maintenant ce vitrail rétroéclairé dans sa salle à manger. On peut offrir un très joli vitrail, un cadeau pour une grand-mère, un grand-père. Voilà. Donc, je vous dis, on peut faire de très jolis cadeaux avec un vitrail. Voilà. Comme je suis un commerçant, c'est pas uniquement fait pour être dans la cathédrale de Reims ou à Saint-Remy. Voilà. On peut, c'était pour remercier Giovanni qui nous a fait des cadeaux insensés. On lui a offert un petit vitrail. Il était très content. Et je crois que c'est ça le vitrail. On peut faire plein de choses avec le vitrail. Voilà. Alors maintenant, je reprends les questions et ça y est, j'ai fait mon exposé de base. Merci Pierre-Emmanuel. Voilà. Merci Marine. Vos propos sont très complémentaires, très riches. Pas ce qu'elle a dit. Non, ça se complète parfaitement. Très une bêtise. Hein, non, ça. Très très incarné et très riche. Et si cela vous convient, je vous propose qu'on ouvre la discussion avec le public, puisque moi j'ai déjà posé un certain nombre de questions. Mais il y a peut-être d'autres interrogations dans la salle. Donc je vous cède la parole si vous avez quelques questions. Je voudrais demander combien y a-t-il de maîtres verriers à Reims dans votre atelier? Marine, allez-y. Il y a 7 personnes. Le micro.
Donc il y a 7 personnes en production et on cherche à recruter parce qu'on a donc énormément de commandes et donc il faut savoir que on n'est pas les seuls à en chercher et on a du mal. Donc si vous avez en tête quelqu'un qui est maître verrier et qui cherche du travail, nous recrutons. Alors il y a plusieurs formations possibles. Autrefois, ils étaient formés par compagnonnage. Aujourd'hui, il y a des formations qui existent auprès d'État. Il y a un CAP vitrailliste qu'on peut faire en apprentissage ou pas. On a 2 apprentis aujourd'hui au sein de l'atelier. Une justement qui est en reconversion après son diplôme d'architecte et l'autre qui est en reconversion après un diplôme de joaillerie et qui est sapeur-pompier volontaire. Donc voilà, on a vraiment des profils très complémentaires. Et il y a aussi des brevets des métiers d'art, diplômes des métiers d'art. Après, il y a des diplômes de métiers d'art et du design, option vitrail. La formation pour devenir vitrailliste n'est pas unique, hein. Il y a vraiment plusieurs voies. Et puis, il y a une formation qui est vraiment complémentaire, qui est, elle, beaucoup plus axée sur la restauration. Où on va vraiment étudier la restauration de manière générale et ensuite choisir le vitrail comme support de restauration. Et donc ça, c'est un Master 2 qu'on obtient à la Sorbonne de conservation, restauration des biens culturels. Qui permet éventuellement d'intervenir dans les musées de France, tels que ce musée. Voilà. Alors, on a refait, avec Marine l'a peut-être dit, on a refait c'est la deuxième année où on fait ça, on fait patrimoine culturel, que je vous recommande de visiter si vous avez un peu de temps, parce que je vois qu'il y a quand même des personnes. Je vais vous dire une petite chose. Il y a quelques temps, quand j'ai pris ma retraite du Champagne-Pétinger, j'ai reçu un président de caisse de retraite. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, il n'y a pas un mot plus sympathique que la retraite, t'en fais quoi? Et alors il m'a dit, ben oui, il y a un mot très sympathique. Savez-vous comment on dit retraite en espagnol? Jubilation. Jubilation. Alors, je veux dire maintenant que vous êtes en jubilation, les anciens. C'est quand même beaucoup plus joli. Alors, je le dis un peu partout, je trouve ça plus joli. Alors, pourquoi je parle de jubilation? Oui, parce que si vous êtes en jubilation un peu plus, allez au Salon du patrimoine culturel, c'est au Louvre, Paris, tous les ans. Et alors là, vous avez, Giovanni connaît bien le salon, parce que les architectes vont souvent, vous avez tous les grands métiers d'art, les tuiles, le zinc, le cuivre, tous les architectes des monuments historiques qui viennent. C'est un salon qui est super, qui est ouvert au public, mais vraiment c'est beau, parce que là vous touchez ce qu'est la France, la vraie France, la France qui a fait les châteaux, qui a fait les dorures, qui a fait les moulures, qui a fait tout ça. Ça vaut le coup de voir ce salon, prendre un billet de train et d'aller voir le salon du patrimoine culturel. Et là, vous êtes à la comprise avec vraiment les entrepreneurs artistes, mais ils sont aussi entrepreneurs. Vous voyez, c'est très émouvant et c'est un très beau salon. Hein. Et puis on va en faire un autre. Ça s'appelle comment? Marine est une fan de luxe, donc elle veut qu'on fasse un truc encore plus chic. Alors, c'est un salon qui est très complémentaire. Il y a le salon Révélation au Grand Palais Éphémère qui aura lieu début juin. Donc, c'est la première fois qu'on va y participer et qui, lui, est tourné donc beaucoup plus vers le design et l'architecture d'intérieur. On va montrer des œuvres modernes qui correspondent donc à cet esprit, comme on a vu quelques exemples tout à l'heure. Parce que l'atelier Simon-Marc, il a une grande particularité, je pense que Marine l'a dit, en tout cas je vais la dire maintenant, c'est vraiment le premier grand atelier de France qui a travaillé avec les artistes contemporains. Il est vrai que Chagall a joué un grand rôle, puisque Charles Marc a travaillé pendant 25 ans avec Marc Chagall, et on a fait tous les vitraux de Chagall dans le monde, pratiquement, sauf le premier vitraux à l'église de Passy, dans les Alpes, qui avait été fait par un autre atelier, donc il n'était pas content. Et après, Charles Marc a tout fait avec Marc Chagall. Tel Aviv, Sarrebourg, Strasbourg, Reims, il a pratiquement tout fait. Et donc, ça a lancé Simon Marc. Et puis Charles Marc était lui-même un artiste, sa femme Brigitte Simon aussi. Donc ça a lancé Simon Marc vraiment dans l'art contemporain. Vieira da Silva et tant d'autres, Tremlett. On continue aujourd'hui à travailler avec des artistes contemporains, beaucoup. Donc c'est aussi une des marques de fabrique de Simon Marc, c'est de faire de la restauration, des vitraux d'église, mais aussi avec des grands artistes contemporains. Ça c'est important de souligner. Vous nous avez parlé de concurrence à un moment donné, on a compris qu'il y avait très peu de concurrence. Si,
Il y en a quand même. Non, alors ma question c'était, salut. J'ai visité. Bah écoute, j'ai visité il y a quelque temps la cathédrale de Chartres. Il me semble avoir visité un atelier. Il existe toujours? C'est un concurrent pour vous? Ce sont des collègues, des concurrents. Il y a une dizaine de grands ateliers en France. D'accord. Oui, des beaux ateliers. Il y a beaucoup. Alors, il y a deux choses. C'est intéressant, très important. Il y a des concurrents. Avant, comment ça se passait? Je parle du contrôle de marine. Avant, un atelier, c'était une région. On n'allait pas chercher des oises à Simon-Marc ou chaque région avait son atelier. Maintenant, il y a eu une nouvelle loi, faite par un imbécile ou une imbécile, j'en sais rien, qui fait l'histoire du moins 10 ans. Ce qui fait que, par exemple, Benoît Marc a arrêté l'atelier du vitrail à cause de ça. Il a un jour perdu un chantier à la cathédrale de Reims pour une entreprise trop médiocre, qui a fait des vitraux médiocres et qui était 20% moins cher, et qui était à l'autre bout de la France. Et ça l'a écœuré. Il en a été meurtri parce qu'il s'est dit la qualité c'est fini, il faut être au moins cher tout le temps. Et il est vrai qu'on peut tricher dans les vitrails, on peut tricher dans le champagne, on peut tricher partout. On peut mettre un bel emballage, l'année dernière, c'est vu en Champagne, hélas, on peut même encore se voir. Et ça se voit partout. Donc, il y a des ateliers qui sont de moins bonne réputation que d'autres, qui finissent moins de travail, et comme c'est pour refaire quelque chose à 40 mètres au haut d'une église, ben, ça peut passer. Donc, on a été assez touché par ça. S'il n'empêche qu'aujourd'hui, la situation est la suivante, il y a une dizaine de très bons ateliers, entre 8, 5 et 20 personnes. Il y en a 3, qui n'est pas tout à fait la chose de nous, mais il y a des bons ateliers. Il y a aussi, on doit prendre en compte des petits maîtres verriers qui sont tout seuls, qui font un bon travail, mais qui tuent le marché. Parce qu'ils peuvent mettre 300 heures pour faire quelque chose, alors il n'y a pas de charge sociale, il n'y a rien. Mais du coup, ils vendent un produit pas cher parce qu'ils ne comptent pas leurs œuvres. Je me rappelle très bien d'un salon où je vois une œuvre magnifique, faite par une femme, maître verrier, qui était en Alsace. Et je lui dis, madame, combien vous vendez cette œuvre? Parce que je voulais l'acheter. Alors, elle me dit, je vends ça à 800 euros. Je lui dis, c'est magnifique, 800 euros, pas plus, puis oui. Et je lui dis, vous avez mis combien de temps pour faire ça? Elle avait mis 600 heures. Voilà, il y a des gens comme ça dans le travail, des gens qui sont chez eux, dans un petit coin perdu de l'Alsace ou de l'Ardèche, qui font du vitrail et qui affectent quand même l'idée du prix du vitrail, parce que c'est comme le champagne. Si on peut trouver une bouteille de champagne à 3 euros, les gens vont se dire pourquoi je suis une bouteille de boîte qui est étagée 35, 40 ou 50 euros. Et donc, c'était une industrie qui a souffert sûrement de gens, d'acteurs qui ne tiennent pas compte de. Nous, quand on engage quelqu'un, il faut qu'il y ait des charges sociales, on doit respecter la loi, les mesures d'hygiène et de sécurité, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, et heureusement d'ailleurs. Et donc, il y a aussi cette concurrence-là qui existe. Le gars qui connaît son petit maître verrier, alors ça ne me gêne pas, mais ça existe aussi. Ça existe aussi. Alors, cela dit, c'est des monuments historiques, ils vont plutôt voir des maîtres verriers aboutis, si tu veux, mais il y a ça aussi. Voilà. Mais il y a une concurrence. Et parce que maintenant, quand on répond à un appel d'offres, alors c'est terrible, parce que quand on répond à un appel d'offres, ça coûte beaucoup de temps pour Marine, si faire des devis. Un devis en vitrail, c'est pas comme un devis d'une pièce de champagne, c'est très long. Il ne faut pas se tromper dans les codes, tout ça, c'est millimètres près. Et faire un dossier, les bonus, les appels d'offres sont très longs. Et effectivement, le problème des appels d'offres en plus, c'est qu'ils ont une enveloppe. Donc, évidemment, on fait un mémoire technique pour spécifier pourquoi est-ce que nous, on va le faire d'une meilleure manière. Mais les prix sont tirés vers le bas dans les appels d'offres. Et on voit que là, il y a quand même dans des ateliers qui sont inconnus, qui eux sont vraiment très organisés. Donc, il va y avoir une personne qui elle, est dédiée à la pose des vitraux. Donc, elle ne va faire que poser des vitraux tout le temps. Et donc, ils ont réduit les coûts au minimum. Et nous, c'est vrai que là-dessus, on a du mal à être compétitif parce que on met justement cette âme en plus dans les vitraux que tout le monde ne met pas. Et donc, c'est d'ailleurs compliqué, les appels d'offres. Ce que j'ai dit aux actionnaires qui sont venus en main, il viendrait pas riche avec nous, mais on va faire tout ce qui sortira de Simon Marc sera toujours de très grande qualité. Voilà, c'est la règle de base qu'on s'est fixée, que ce soit toujours très beau. Et puis la providence est là.
répond moins aux appels d'offres très compliqués, qui n'apportent rien, avec des gens qui ne payent pas, etc. Là, par exemple, on répond à l'appel d'offres de la LVMH, ça c'est du plaisir. On se dit, normalement, ils devraient le payer, ça devrait, voilà, on réfléchit à ça, c'est des commandes qui t'intéressent aussi. C'est petit, mais on répond à des choses comme ça. C'est vrai que alors, il y a de l'argent dans l'État. L'État a de l'argent pour le vitrail, mais c'est très long. Et la ville de Reims, on va faire les vitraux de Saint-Louis, et c'est très long, c'est des processus très longs. On va répondre à l'appel d'offres, mais c'est des processus longs. Oui, parce que c'est vrai que si le maire de Reims choisissait un atelier pédagogique, comme on dit, on serait meurtri. On serait meurtri. Voilà, mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais c'est possible. On a perdu un appel d'offres à la cathédrale de Reims aussi pour la restauration d'une verrière. Et c'est là qu'on a découvert à quel point nos concurrents aussi, justement, faisaient des prix bas. C'est pour ça que je fais appel aux vignerons, j'en peux voir. Parce qu'eux, ils ont un peu d'argent, ils ne vont pas être à 500 € de frais. Peut-être qu'ils vont dire, bah, votre service, c'est mon art. Voilà. Je dis ça, mais voilà, il faut rigoler. Il va faire un peu d'humour. Et la Jean-Marie qui est là, j'ai déjà dit à Dominique Babé, rassure-toi, j'ai reçu l'Union Champagne en priorité à l'atelier la plus riche, l'Union coopérative, pour leur demander voilà. Donc, je dis ça avec beaucoup de tendresse et d'humour. Mais vous savez, il n'y a pas longtemps, on a une dame qui est venue me voir, elle nous a dit écoutez, je voudrais mettre un beau vitrail sur la tombe de mon mari. Bon, elle a dit suffit. Elle dit oui, on lui a fait un projet, et voilà, elle va mettre un vitrail, on lui dit vous n'avez pas peur qu'il soit volé, cassez-vous, non, pas du tout. Voilà, il suivra son chemin, et voilà, c'est ça le vitrail aussi, c'est pour l'intérieur, pour le propriété. Alors, le champagne étagé fait des gros travaux, alors, on a quelques vitraux. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non, pas du tout, mais vous savez, j'ai appris une chose, quand on désacralise une église, c'est simplement une simple messe, mais on peut toujours avoir un office religieux. Si vous voulez vous faire enterrer à Sacré-Cœur de Reims, vous venez voir, si vous avez acheté un petit vitrail, mais je n'ai pas encore vu sur les prospectus. Non, je plaisante, mais j'ai appris ça. J'ai appris que même l'église sacralisée pouvait accueillir un office. Alors, juste une chose, cette église, elle est plus faite pour nous parce qu'elle a un grand parking qui accueille aussi les scouts de Reims. Et ce parking nous permet de recevoir des visiteurs. C'est ça que je voulais dire à Laure, c'est ce que c'est de recevoir des visiteurs. Voilà, une institution si belle que celle-ci, restaurée. L'idée, c'est qu'à Reims, c'est assez plus visible. On va voir Saint-Jacques, Saint-Rémy, la cathédrale, le Palais du Tour, les maisons de champagne, mais on offre, avec l'atelier d'Ito Simon-Marc, quelque chose de complémentaire, d'artisanal, mais qui intéresse tout le monde, des Japonais, des Américains. Et donc, le service va ouvrir. Alors, juste une chose pour vous dire un peu, vous connaissez tout ça. Avant, on pouvait recevoir 700 personnes dans l'église. Dans la cathédrale, on peut recevoir 1000 personnes, ça rend mieux aussi. Là, il n'y a aucune norme de sécurité. Dès que vous devenez une entreprise privée, dans une église en béton en paix, on peut bien sûr rouler tous les jours. Alors là, maintenant, on a des dossiers à remplir pendant encore 6 mois pour avoir, et puis vous aide énormément, pour avoir le droit de recevoir des visiteurs dans une église qui avant recevait 700 personnes sans aucun problème. Et maintenant, c'est une institution privée, on doit répondre à toutes les normes. Aller faire brûler l'église en béton, c'est difficile, c'est pas un bon chalumeau et du temps. Mais c'est sûrement possible. Mais je pense qu'une bombe ou un missile, c'est plus efficace. Alors voilà, en tout cas, on veut recevoir beaucoup de visiteurs, et ça nous intéresse beaucoup parce que ça ramène un petit fonds de caisse à l'atelier qui est nécessaire pour sa survie. C'est du vitrail, c'est quand même une entreprise, je vous dis, qui nous incite à une modestie, une pauvreté qui est très sympathique. Ça ne nous dérange pas. Sauf pour le salaire de Marie, qui est vraiment. Vous êtes d'accord, Marie, non? Moi, je fais ce que vous voulez. Ah oui. Vous voyez l'augmentation. Vous savez, nos employés sont des Français aussi. Quand ils en font 36, ils ne font pas loin. Vous êtes d'accord, ça? Oui, je sais que. Une dernière question? Oui, la dernière.
Comment avez-vous fait pour conserver le savoir-faire de la maison Simon-Marc? Ah, ça, c'est une grande question. Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose. Nous avons la chance d'avoir un très grand chef d'atelier qui s'appelle Bruno Copette, qui est arrivé là ce soir, mais il a perdu son beau-père. Et c'est un grand chef d'atelier qui a le savoir-faire, qui est en train de le transmettre. Nous avons une équipe de jeunes femmes et d'hommes qui sont arrivés, donc il y avait tous déjà entre 5 et 10 ans d'expérience, d'autres moins. Et la charge de Bruno, c'est vraiment de transmettre jusqu'à temps qu'il parte en retraite. C'est sa première mission. Vous avez tout à fait raison. C'est même la question qui nous obsède. Si demain, Bruno Copette a un accident de voiture, on commence à avoir des personnes très compétentes, dont 2 femmes très remarquables, mais c'est quelque chose auquel je pense la nuit. Le savoir-faire, c'est très important, surtout que c'est un savoir-faire. Les écoles forment, le lycée Lucas Denou à Paris nous envoie des élèves, mais comme toujours, c'est une formation qui est assez succincte. Bruno, il a 35 ans de métier, je crois même qu'il était autodidacte au départ, je ne suis pas sûr qu'il ait fait, mais il a un savoir-faire colossal. Donc ça, c'est une question très importante. Et je soufflerai plus dans 2 ou 3 ans quand on aura 3-4 personnes qui auront cette palette de savoir-faire. Mais ça y est, on commence. Je crois qu'on commence maintenant. Oui, parce qu'effectivement, la difficulté, c'est qu'en plus, on a du mal à recruter des personnes qui sont déjà bien formées. Donc, c'est vrai que notre vivier est quand même assez jeune. Et donc, Bruno est très important parce que lui-même a vraiment été formé au sein de l'atelier par l'ancien chef d'atelier qui, à l'époque, était vraiment formé tous par compagnonnage. Donc, il y a vraiment là un héritage qui est très important de toute la dynastie des maîtres verriers Simon-Marc. Et il a travaillé aussi avec les marques eux-mêmes. Donc, il a vraiment ce savoir-faire qui est unique à l'atelier. D'ailleurs, il est très exigeant. On le sent aussi avec l'équipe. Mais ce qui nous montre bien qu'il a quand même un savoir-faire qui est particulier. Alors, les archives, quand l'atelier a été revendu, Benoît Marc, ça ne nous a pas dérangé d'ailleurs, a donné ses archives à les archives du 19e, il les a données à la médiathèque, donc on peut consulter, donc c'est très bien parce que c'est pas magnifiquement conservé, et puis d'autres archives. Et puis on a énormément d'archives de travail de tout le XXe siècle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un vitrail, donc qu'on fait une création, on a donc ce papier calque sur lequel on a la découpe du vitrail et la coloration, et donc ça on garde tous ces éléments. Donc on a une sorte de forêt de papier calque à l'atelier qu'on essaye de conserver le mieux possible et qu'on aimerait un jour mettre en valeur justement dans l'espace vivant du vitrail également. Mais on vous invite, vous savez, Marine a dû vous le dire, en bas on a une crypte où on va recevoir, comme dans les maisons de champagne, avec un joli film et tous nos visiteurs, et puis après ils visiteront l'atelier, puis après ils termineront dans cette nef où il n'y a plus de chaises maintenant, mais où ils pourront même boire un verre de champagne ou acheter des bijoux. On a une créatrice formidable qui s'appelle Sarah Valbom, qui est la belle-sœur de Marine, mais qui est une créatrice merveilleuse, qui travaille avec les chutes de verre de bouteilles de champagne, les chutes de verre de vitraux, et elle fait des choses absolument ravissantes. Donc, elle va vendre des petits bijoux qui sortiront de l'atelier. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire, mais c'est quand même un métier de passion. Alors, bien sûr, Laure, on serait ravis d'accueillir cette assemblée à l'atelier, quand vous voulez, même dès maintenant, si on n'est pas tout à fait prêt, on sera ravis de vous accueillir, on est prêt à vous montrer l'atelier. Le problème, c'est que c'est agréable de le voir quand ça marche. Le week-end, on va tâcher d'organiser des visites, mais là, on verra pas les maîtres verriers travailler. Mais en même temps, on comprend quand même très bien les choses, on va bien les expliquer. Mais c'est vrai que ça nous ferait très plaisir de vous voir à Reims. Vous avez devant vous quelqu'un qui dit que la capitale du Champagne, c'est Épernay. C'est rare. C'est une fille du ancien député maire de Reims. Mais je dis que Reims, c'est la capitale des Champenois. C'est joli, je m'en sors comme ça. Alors, comme ça fait plaisir à tout le monde. Je crois que c'est vrai d'ailleurs, parce que on va à l'université à Reims, on va à l'hôpital, à Épernay, mais aussi à Reims, quand c'est plus grave. Donc voilà, je trouve que j'ai toujours pensé qu'Épernay était la capitale du Champagne, et Reims, la capitale des Champenois. Comme ça, bon. Vous êtes tous parnassiens, à peu près, non? Bon, voilà. Un très grand merci. Voilà. Vous évoquez tout à l'heure le problème du long. Oui. Vous
craignez que ce soit interdit? Alors, oui, alors en gros, la législation européenne veut tout interdire, mais le plomb n'est pas dangereux, d'abord quand il est neuf. Quand on travaille sur des plombs neufs, il est dangereux quand on traite des plombs anciens, comme à Notre-Dame de Paris, où on sort des plombs qui ont 100, 150 ans, qui se transforment en poussière, et là, il faut se protéger. Or, beaucoup de maîtres verriers, comme dans le Champagne à l'époque, de se protéger de rien, mettez dans le Champagne, on mettait pas de gants, ni rien, il y a beaucoup d'accidents, etc., ou pas de casque dans les chantiers de bâtiments. Et donc, c'est tout simplement, il faut de la protection. Quand on est sur un chantier où on dépose des vitraux qui sont en poussière pratiquement, pas le vitrail, mais le plomb, là, effectivement, il faut qu'il y ait des protections classiques, et c'est tout. Mais les maîtres verriers ne meurent pas comme pour l'amiante au bout de 8 jours ou 15 jours, pas du tout. Maintenant, dans l'atelier, il y a de la ventilation. Dans l'atelier, on travaille. Il va y avoir un atelier purement restauration qu'on va actuellement aménager, où là, on va mettre des conditions d'hygiène ultra modernes, de sécurité pour ça. Mais sur du plomb neuf, non, il n'y a pas de. Donc, en fait, on va obtenir, je crois, une dérogation parce qu'on ne peut pas, interdire tout le vitrail français. Donc, je crois que les élus sont optimistes sur le fait que, et puis il n'y a pas que nous, il y a des ateliers de vitraux en Angleterre, des ateliers de vitraux en Allemagne, il y en a aux États-Unis, il y en a un peu partout, et on n'a pas trouvé pour le moment, il y a 2-3 écoles dans les polytechniques qui travaillent sur un substitut du plomb, mais on n'a pas trouvé quelque chose d'aussi souple et qui tienne autant dans le temps. Donc il n'y a pas, on trouve pas tout, hein. On envoie bientôt des fusées sur Mars, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire toutes simples, que les plus grands ingénieurs n'arrivent pas à faire. On ne remplace pas le plomb aujourd'hui pour le vitrail. Ça n'existe pas. On n'a pas trouvé de solution. Voilà. C'est rassurant d'ailleurs. Ça veut dire que tout n'est pas forcément possible. Un très grand merci, chère Marine, cher Pierre-Emmanuel. Un grand merci. Il me semble que placer cette première conférence sous le signe de l'excellence des métiers d'art et de la créativité artistique, c'est très inspirant pour la suite. Et d'ailleurs, je confirme que nous avons des projets de collaboration, de partenariat, notamment avec Sarah Valbaum, on en avait discuté. Et je vais faire, comme vous avez fait tout à l'heure, Pierre-Emmanuel, je vais également prendre ma casquette de commercial. Voilà. Vous pouvez y aller. J'ai encore un tout petit truc à dire là-dessus. Allez, vous allez le dire. Allez-y. Il y a plein de vitraux, il y a plein d'églises où il n'y a pas de vitraux. Il y a de la place, mais il y a juste du verre. Donc je vous le dis, il y en a plein. Puis avec la Première Guerre mondiale, il y en a encore plus. Donc voilà, sachez qu'il y a de la place dans les églises. C'est tout, je repasse la parole. Puisque nous parlons, voilà, j'annonçais la suite, je voulais quand même vous donner la date et la thématique de nos 2 prochains rendez-vous de la programmation culturelle du musée. Et vous annoncer surtout que j'aurai le plaisir de vous présenter lors de la prochaine conférence notre nouvelle responsable de l'action culturelle et du développement des publics, qui rejoint l'équipe la semaine prochaine, Laure Frepel-Bailly, qui pourra également me seconder et m'accompagner pour la présentation de ces conférences tout au long de l'année 2023 et après, je l'espère bien. Et donc les 2 prochains rendez-vous, alors la conférence, la prochaine, ça sera le jeudi 9 février à 18h30. Là, on va voyager jusque dans le Caucase, en Géorgie. Voilà, et vous savez, cher Pierre-Emmanuel, qu'on doit beaucoup à la Géorgie, hein, qu'il n'y aurait pas de champagne sans les Géorgiens. Et je le sais. Puisque le vin, vous savez, hein, là, l'origine du vin, c'est en Géorgie. Alors là, on parlera pas de vin. On parlera de Joseph de Baille. Donc, vous connaissez certainement ce grand archéologue, ce grand pionnier, hein, le premier découvreur des hypogées de la Marne. On sait peut-être moins en France qu'il a fait la deuxième partie de son parcours professionnel dans l'ex-URSS, notamment dans le Caucase, où il a étudié énormément de sites archéologiques pour voir justement quels étaient les parallèles avec les sites champenois. Et il a fait tout un travail de campagne photographique, vraiment exceptionnel. Et donc la conservatrice géorgienne Anna Chesvili viendra nous présenter ce travail photographique de Joseph de Baille, donc le 9 février. Et puis, alors un autre événement qui aura lieu juste avant, le dimanche qui précédera, vous avez peut-être un peu suivi l'actualité cinématographique. Il y a un film qui est très attendu, c'est le prochain Astérix de Guillaume Canet. Et donc, on renouvelle notre partenariat avec le cinéma Le Palace. Et donc, le premier dimanche de février, vous pourrez à la fois donc découvrir ce film de Guillaume Canet et venir au musée pour vous mettre dans la peau de voyageurs celtes, donc gaulois,
et échanger avec nos médiatrices dans un cadre très ludique et très récréatif, pour en fait comparer bien sûr la fiction à la réalité. Ce qu'on mangeait des sangliers à l'époque antique. Est-ce que quelles étaient précisément la place des druides dans la société gallo-romaine. Donc un petit moment très ludique à vivre en famille. Donc n'hésitez pas à venir avec les enfants, les petits-enfants. Ça sera, je pense, un moment assez à la fois très instructif et très convivial. Alors, j'ai une suggestion d'invité à vous faire parce qu'il y a dans la salle un homme extrêmement éminent qui s'est mis au fond parce qu'il a eu envie que je ne le vois pas, mais j'ai vu qu'il était là. C'est le président du conseil scientifique de la mission UNESCO. Alors, vous pouvez l'inviter. C'est infidèle. Vous pouvez l'inviter, il vous fera une conférence sur l'UNESCO. Je peux vous dire qu'il sera de haut niveau. Alors, il faut le mettre un peu à contribution, monsieur Jean-Luc Barbier, parce que... Cher Pierre-Emmanuel, monsieur Jean-Luc Barbier était un de... Jean-Luc a été un de nos premiers conférenciers, bien évidemment, quand on nous avait ouvert le musée. Et sur l'UNESCO ou autre chose? Sur le champagne. Faites-le revenir sur l'UNESCO. Maintenant, il est en jubilation totale. On finira avec ça, puisque au mois d'avril prochain, j'aurai l'honneur de présenter une conférence sur la place du musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale dans la valeur universelle exceptionnelle des coteaux, maisons et caves de Champagne, en partenariat avec la mission. Formidable. Et puis invitez aussi Yves Bénard, il aura bien un sujet pour nous. Très bien. Je note toutes ces idées et je crois qu'il va être le moment de nous quitter. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Et donc, rendez-vous en février pour les prochains rendez-vous culturels du musée.